nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre nous-mêmes. Ce soir, nous portons notre attention sur l'année 1854 et la solennelle histoire de Charles-Alexandre Guérin. C'est un cas qui nous rappelle que derrière les documents historiques se trouvent de vraies personnes, dont la vie a été irrémédiablement changée par les événements qui ont eu lieu. C'est leur histoire, du mieux qu'elle puisse être racontée. Le Paris de 1854 était une ville en pleine transition. Sous la vision ambitieuse de l'empereur Napoléon III et de son préfet, le baron Haussmann, la ville médiévale était démolie et reconstruite. De grands boulevards remplaçaient les ruelles sinueuses et de magnifiques nouveaux bâtiments proclamaient la puissance du Second Empire français. Pourtant, sous ce vernis de splendeur impériale et de progrès, il existait une réalité différente. C'était une ville de contrastes saisissants, où la richesse et la culture côtoyaient la pauvreté écrasante et l'ambition désespérée. Dans les cercles artistiques et les salons littéraires, les artistes et écrivains en herbe cherchaient la gloire et la fortune, vivant souvent de manière précaire au bord de la ruine financière. C'est dans ce monde de grands espoirs et de dures réalités que la vie de deux hommes a été mise sur une trajectoire de collision tragique. L'un était un homme de loi, diligent et respecté. L'autre, un homme de lettres, dont les passions créatives se sont mêlées à une résolution sombre des désespérés. Gustave-Antoine Delacroix se percevait comme un poète et un dramaturge, un contributeur à la vie culturelle vibrante de Paris. Né en 1817, il avait à la fin de la trentaine atteint un modeste degré de reconnaissance. Il avait écrit pour divers journaux et avait vu certaines de ses pièces jouées dans de petits théâtres. Il fréquentait des cercles qui valorisaient l'intellect et l'expression artistique, et il cultivait l'image d'un homme de lettres sophistiqué. Cependant, les revenus de ses écrits étaient sporadiques et insuffisants pour soutenir le style de vie que son statut, selon lui, exigeait. Il était un homme pris entre ses aspirations et ses moyens, une situation courante pour de nombreux artistes de l'époque. Pour maintenir son appartement respectable dans le quartier des Batignolles et pour sauver les apparences auprès de ses pairs, Delacroix est tombé dans un cycle d'emprunts. Il a accumulé des dettes importantes et la pression de ses créanciers a augmenté sans relâche. Sa correspondance de l'époque rêvait un homme de plus en plus consumé par l'anxiété financière, ses énergies créatives étant sapées par la constante inquiétude de son insolvabilité. Ce désespoir croissant a commencé à déformer sa perspective, semant les graines d'une idée terrible. Pour Gustave Delacroix, la plume du poète n'était plus son objectif. Son esprit était désormais occupé à trouver une solution finale et choquante à ses problèmes terrestres. En contraste frappant avec le poète troublé, se tenait Charles-Alexandre Guérin. À 41 ans, Guérin était un mari, un père et un huissier de justice chevronné. Sa profession était une partie essentielle, bien que souvent peu appréciée, du système juridique civil. Il était responsable de la signification des assignations, de l'exécution des ordonnances des tribunaux et, si nécessaire, de la saisie de biens pour régler les dettes impayées. C'était un rôle qui exigeait un comportement ferme, une attention méticuleuse aux détails et la capacité de gérer des situations tendues et conflictuelles avec professionnalisme. De la vie générale, M. Guérin était un homme d'intégrité et de diligence, respecté par ses collègues et connu pour accomplir ses devoirs avec équité et selon la lettre de la loi. Sa vie était une vie d'ordre et de responsabilité, centrée sur son travail et sa famille. Il n'était pas un méchant ou un antagoniste dans une histoire, il était simplement un homme qui travaillait, pourvoyant aux besoins des siens, en veillant à ce que les contrats et les jugements du tribunal soient respectés. L'un des nombreux dossiers sur son bureau à l'automne 1854 était celui de Gustave Delacroix. La dette était substantielle et le créancier, ayant épuisé toutes les autres voies, avait obtenu une ordonnance du tribunal pour la saisie des biens du poète. Pour M. Guérin, c'était un autre cas, une autre adresse, un autre devoir à accomplir. Le matin du vendredi 24 novembre 1854, il faisait froid et gris sur Paris. Pour Charles-Alexandre Guérin, c'était une journée de rendez-vous de routine. Il informa sa femme qu'il avait plusieurs tâches à accomplir et qu'il rentrerait probablement dans l'après-midi.
L'un de ces derniers arrêts prévus était l'appartement de Gustave Delacroix, rue de la Ferme des Mathurins. Guérin était là pour exécuter l'ordre du tribunal. Il devait exiger le paiement de la dette impayée de plus de 2000 francs, et si Delacroix ne pouvait pas payer, Guérin était autorisé à commencer l'inventaire et la saisie de ses biens. À l'insu de l'huissier, ce n'était pas une visite de routine. Delacroix s'y était préparé. Dans les jours qui précédaient, il avait fait plusieurs achats. Une dague aiguisée, une canne lourde remplie de plomb et diverses substances chimiques dont de l'acide sulfurique. Il avait établi ses plans avec un froid méthodique. Lorsque M. Guérin arriva et frappa à la porte, Delacroix le fit entrer. Le poète feigna probablement un sentiment de résignation, prétendant peut-être chercher des documents ou des fonds. L'air dans l'appartement a dû être lourd de tension. Le calme avant une tempête de violence que Guérin n'aurait jamais pu anticiper. Une fois que Charles-Alexandre Guérin fut à l'intérieur de l'appartement et distrait par le prétexte de ses devoirs, le plan de Gustave Delacroix se déroula violemment. Dans un moment de brutalité calculée, le poète attaqua l'huissier sans méfiance par derrière, le frappant à la tête avec la canne lourdement lestée. Le coup fut puissant et incapacitant. Alors que Guérin tombait au sol, étourdi et sans défense, Delacroix n'hésita pas. Il sortit la dague récemment achetée et infligea de multiples blessures mortelles à l'huissier. L'acte fut rapide et sauvage, une trahison totale de la personne civilisée que Delacroix s'était si soigneusement construite. Ce n'était pas un crime de passion soudaine ou une lutte qui avait dérapé. Les preuves de préparation, l'achat des armes et la nature de l'attaque indiquaient tous un acte de meurtre prémédité. L'homme de lettres, qui avait consacré sa vie à l'art des mots et du théâtre, avait commis un acte d'une violence indescriptible. Le problème immédiat de la dette était résolu, mais à sa place, Delacroix était maintenant confronté à un défi bien plus horrible. Le corps de l'homme qu'il venait d'assassiner gisait sur le sol de son appartement parisien. Avec la mort de M. Guérin, un nouveau chapitre, plus grotesque du crime, commença. La panique ne paralysa pas Gustave Delacroix. Au contraire, une détermination froide et clinique prit le dessus. Sa principale préoccupation était l'élimination du corps et la dissimulation de toutes les preuves. S'appuyant sur une connaissance rudimentaire de la chimie, il se lança dans une tâche macabre. Au cours des 2 jours suivants, il démembra le corps de l'huissier. Ce fut une épreuve horrible et physiquement exigeante, menée dans les limites de son petit appartement. Il tenta d'utiliser l'acide sulfurique qu'il avait acheté pour dissoudre une partie des restes, et il plaça d'autres parties dans sa cheminée, espérant les réduire en cendres. Il travailla sans relâche, tentant d'effacer toute trace de l'existence de Charles-Alexandre Guérin. Mais ses efforts furent maladroits et finalement futiles. La combustion de chair humaine produisait une odeur particulièrement nauséabonde et âcre. Cette fumée, épaisse et piquante, s'échappa de sa cheminée et imprégna bientôt tout l'immeuble, alertant ses voisins que quelque chose n'allait pas. Pendant ce temps, Madame Guérin devenait folle d'inquiétude. Son mari, sur lequel on pouvait compter, n'était pas rentré à la maison et une enquête formelle sur sa disparition fut lancée. Le dernier rendez-vous connu de son emploi du temps mena les autorités directement à la porte du poète. Le 26 novembre, 2 jours après le meurtre, la police arriva à la résidence de Gustave Delacroix. Ils furent accueillis par le poète qui tenta de paraître calme et posé. Les officiers notèrent l'odeur puissante et nauséabonde qui s'accrochait à l'air, à l'intérieur et à l'extérieur de l'appartement. Interrogé sur l'odeur, Delacroix offrit une série d'explications peu convaincantes, affirmant qu'il avait mené des expériences chimiques ou brûlé de vieux papiers. Son comportement nerveux et les incohérences de son histoire éveillèrent immédiatement les soupçons. Les enquêteurs procédèrent à la fouille des lieux. Ce qu'ils découvrirent confirma leurs pires craintes. Ils trouvèrent des taches de sang sur le sol, hâtivement récurées, mais toujours visibles. Ils trouvèrent la dague et la canne lestée. Et dans la cheminée, parmi les cendres, ils trouvèrent des fragments d'os calcinés et des dents humaines. D'autres recherches révélèrent d'autres restes humains cachés dans tout l'appartement. Les preuves étaient accablantes et indéniables. Gustave Delacroix fut arrêté sur le champ et mis en garde à vue. La comédie était terminée. L'homme de lettres était désormais un prisonnier. Son appartement non pas un sanctuaire d'écrivains, mais une scène de crime scellée. Au poste de police, confronté aux preuves irréfutables découvertes chez lui, le sang-froid de Gustave Delacroix s'effondra finalement.
Au cours d'un long interrogatoire, il fournit une confession complète et détaillée. Il raconta la pression croissante de ses dettes, la planification du meurtre et l'exécution brutale de son plan. Il n'épargna aucun détail, expliquant comment il avait attiré M. Guérin dans son appartement, l'avait frappé et avait ensuite passé les 48 heures suivantes dans un effort frénétique et macabre pour se débarrasser du corps. La confession mit à nu la froide préméditation de son crime. Lorsque la nouvelle de l'affaire éclata, elle scandalisa la société parisienne. Les journaux s'emparèrent de l'histoire, surnommant Delacroix le poète meurtrier des Batignolles. Le public était à la fois horrifié et fasciné par l'histoire. L'idée qu'un homme de culture, un individu éduqué qui écrivait des pièces de théâtre et de la poésie, puisse être capable d'une telle barbarie était profondément troublante. L'affaire devint une sensation, un conte moral sur les ténèbres qui pouvaient se cacher derrière une façade de sensibilité artistique et d'intellectualisme. Le crime n'était plus une tragédie privée pour la famille Guérin, c'était maintenant un spectacle public, débattu et discuté dans les cafés et les salons à travers la ville. Le procès de Gustave-Antoine Delacroix commença début janvier 1855 à la cour d'assises de la Seine. La salle d'audience était bondée de journalistes et de curieux, tous désireux de voir l'homme au centre de l'affaire infâme. L'accusation présenta un argument puissant et direct. Ils avaient les armes du crime, les preuves physiques accablantes de l'appartement et la confession détaillée de Delacroix lui-même. Le mobile était clair. Un homme désespéré et endetté avait assassiné son créancier pour éviter la ruine financière et sociale. La preuve de la préméditation était, de l'avis de l'accusation, indéniable. L'équipe de la défense de Delacroix était confrontée à une tâche presque impossible. Ils ne contestaient pas que leur client avait tué M. Guérin. Au lieu de cela, ils tentèrent de présenter l'acte comme un crime passionnel, un acte de rage impulsif né d'une immense pression psychologique. Ils dépeignirent Delacroix comme un artiste torturé, poussé à un moment de folie par ces circonstances. Ils espéraient obtenir un verdict de meurtre sans préméditation, ce qui lui épargnerait la peine de mort. Le jury écouta les arguments, mais les faits de l'affaire étaient trop sombres, la planification trop évidente. Le démembrement méthodique et les tentatives de destruction du corps ne parlaient pas d'une perte de contrôle momentanée, mais d'un esprit froid et calculateur. Après une courte délibération, le jury rendit son verdict, coupable de meurtre avec préméditation. Le juge imposa la seule sentence que la loi autorisait, la mort. Dans les semaines qui suivirent sa condamnation, Gustave Delacroix attendit son sort en prison. Ses appels furent rejetés. Le matin du 13 janvier 1855, moins de 2 mois après avoir commis son terrible crime, il fut emmené à la place de la Requête. Là, devant une foule rassemblée, la sentence du tribunal fut exécutée et Gustave Delacroix fut guillotiné. L'affaire laissa une cicatrice durable dans la conscience publique. Elle servit de sombre rappel que le désespoir pouvait pousser n'importe quelle personne, quelle que soit son éducation ou son statut social, à commettre les actes les plus horribles. Pour la famille de Charles-Alexandre Guérin, la conclusion du procès apportait une fin légale, mais aucune véritable résolution. Ils furent laissés à pleurer un mari et un père bien-aimé, un homme bon, assassiné simplement pour avoir fait son travail. Son nom a été largement oublié par l'histoire, éclipsé par la notoriété sensationnelle de son meurtrier. L'histoire du poète meurtrier est devenue une note de bas page sombre dans les annales du crime du XIXe siècle. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Réfléchir à ces événements passés est une façon de se souvenir des individus impliqués et de l'impact que leurs histoires ont eu sur leur communauté. Si vous avez des réflexions sur l'affaire d'aujourd'hui, nous vous invitons à les partager respectueusement dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que vous nous rejoindrez à nouveau pour notre prochaine affaire de True Crime.